bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui au bar de l'économie. Nous allons parler d'industrie, d'accélérateurs d'entreprises industrielles, de lieux de vie en bois, d'un plan rétinien pour pallier à la DMLA et d'intégration et de transformation digitale. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Dans l'équipe, comme toujours, aujourd'hui, Philippe est à la technique. Notre stagiaire du mois, c'est Julien Patarin. Bonjour Julien. Bonjour. Et qui sera aux infos aujourd'hui. Et Bruno Vigoureux va nous rejoindre en principe pour un secret de cuisine. Alors pour évoquer les sujets que je viens d'énumérer, eh bien j'accueille tout de suite Cyril Doucet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint d'Île-de-France chez Kaufmann & Broad, un acteur majeur de l'immobilier en France depuis 50 ans. Vous innovez dans la conception de projets vers des villes plus respectueuses de l'environnement avec des maisons à ossature bois. Et donc c'est de ces projets, entre autres, dont on va parler ensemble aujourd'hui. À vos côtés, Alain Moina et Christian Van Gisel. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florence. Bonjour Alain, bonjour Christian. Donc tous deux, Alain Moina, vous présidez le Paris-Saclay Hardware Accelerator, créé en juin 2018 sur une idée entre autres de Christian Van Gisel qui est à vos côtés. Donc vous êtes le cofondateur, vous êtes passionné par les startups, l'innovation et l'entrepreneuriat. Et je crois, Alain Moina, que vous avez également une entreprise. Tout à fait, oui. Voilà, qui s'appelle ePrint 3D. Vous avez d'ailleurs été lauréat du réseau Entreprendre, c'est bien ça? Tout à fait, complètement. C'est un bureau d'études qu'on a rattaché à Paris-Saclay Hardware Accelerator. Et donc, avec vous deux, on parlera justement des entreprises industrielles, plus particulièrement, puisque c'est l'objet de votre société d'incubation, d'accélération, comme on dit. Et puis, à vos côtés, Alexandre Millet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur associé de Bee Workshop, c'est un intégrateur de solutions informatiques. Donc avec vous, on va parler transformation digitale, bien sûr. Et puis à nos côtés, notre start-up du jour, Priscilla Pagnaco, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef produit marketing chez Pixium Vision. Avec vous, Pixium Vision, voilà, c'est ça. Avec vous, nous allons redonner espoir à tous ceux qui ont des problèmes de vue, notamment à cause de la DMLA, mais pas toutes les DMLA. C'est ce qu'on verra ensemble tout à l'heure. Alors tout d'abord, comme d'habitude, c'est l'info du jour. Première info, c'est le patronat qui est prêt à un compromis sur les retraites complémentaires, Julien. Et oui, Florence, les organisations d'employeurs proposent d'élargir au sein de l'Argicarco le champ des personnes qui ne seraient pas soumises à un malus, c'est-à-dire au coefficient de solidarité, au MDCOT, quand elles liquident leur retraite. Les négociations sont en cours, mais les chômeurs en fin de droit, les personnes en invalidité, ainsi que celles ayant perçu l'allocation adulte handicapé ou qui se sont vues reconnaître une incapacité permanente de moins 20% à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle feront partie de la liste des bénéficiaires de cette exonération. Donc forcément, le but est d'inciter les gens à travailler plus longtemps. Pour mieux comprendre, je vous fais une petite mise en situation. Un individu de 62 ans qui aurait cotisé 41,5% a le choix entre trois scénarios. Soit il arrête de travailler, mais sa pension serait réduite de 10% pendant 3 ans. Il peut aussi rester en poste jusqu'à 63 ans. Pour le coup, il ne subira pas de pénalité financière. Ou alors, il continue de travailler au-delà de 63 ans. Et là, sa pension Agicarco sera majorée. Voilà comment pousser les Français à travailler plus longtemps. Deuxième info du jour, faux recrutement, investissement douteux ou démarches payantes, gare aux arnaques financières sur Internet. Alors oui, nous ne dirons jamais assez se méfier dès qu'il s'agit de payer. Alors aujourd'hui, on va vous parler des faux recrutements et des faux investissements et des fausses démarches payantes. Exemple, on recherche un emploi, on tombe sur une offre plutôt alléchante, salaire élevé, horaire flexible. C'est la première fois qu'on tombe sur ce genre d'offre et le problème, c'est que ça peut être une arnaque. Après quelques échanges par mail ou téléphone avec l'employeur, on peut être invité à avancer des frais, comme par exemple l'achat d'une voiture de fonction. Et selon Pôle emploi, en 2016, c'est 11 000 fausses offres d'emploi recensées sur leur site. Autre arnaque fréquente, les faux investissements. On va être attiré sur des manières de gagner de l'argent soi-disant facilement. Il y a toujours un loup, on ne reçoit jamais de l'argent. Donc l'autorité des marchés financiers, c'est un peu le gendarme de la bourse qui actualise souvent la liste des sites web qui commercialisent divers investissements via des faux sites de trading pour particuliers. Alors souvenez-vous de début 2019, je ne sais pas si vous avez la référence, mais une escroquerie liée à l'achat de vaches laitières. C'était des sites qui permettaient d'acheter des vaches laitières en contrepartie de rendement entre 4 et 12%. Mais après avoir versé les 10 000 ou les 20 000 euros, la société devenait forcément injoignable.
contribuables. La seule solution, consultez régulièrement le site de l'AMF qui publie la liste des sites frauduleux. Et enfin, pour finir, les démarches faussement payantes. Alors, vous allez avoir besoin de consulter vos points de permis. Par exemple, vous demandez un extrait d'acte de naissance et vous tombez sur un site qui paraît officiel. On va vous demander de payer. Alors, certes, vos démarches seront en partie bien effectuées, mais vous avez payé pour rien car ces prestations sont gratuites. Le Centre européen des consommateurs, le CEC, nous met en garde pour toutes ces arnaques administratives. Alors, notre conseil pour vos démarches administratives, passez par le site gouvernemental servicepublic.fr, rubrique services en ligne et formulaire, et faites attention que l'adresse affichée se termine bien par gouv.fr. Effectivement, toujours bien vérifier que, toujours d'ailleurs dans les mails, c'est pareil, toujours bien vérifier la fin de l'extension d'une adresse email. C'est pas Alexandre Millet, vous allez me conforter sur ce thème. Oui, particulièrement, moi je réagis sur l'aspect faux recrutement, c'est terrible. Actuellement, le marché de l'emploi est très tendu, les sociétés ont des difficultés pour recruter. S'il y en a qui font une arnaque et un commerce frauduleux, ça complique encore plus l'histoire. Donc, particulièrement aux personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est voilà. difficile. Donc en fait, quand on est en recherche d'emploi, si on vous demande de payer pour trouver un emploi, sachez que c'est complètement faux. Non, c'est stop. Voilà, faut arrêter tout de suite. Troisième info du jour, baisse de l'impôt sur le revenu. Et oui, donc c'est la bonne nouvelle du jour. La baisse de l'impôt sur le revenu se précise. C'est 95% des contribuables qui devraient être concernés par une baisse moyenne autour de 300 €. Alors selon Gérald Darmanin, le montant sera débattu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. Le gouvernement fera en sorte que la baisse soit plus importante pour les classes moyennes que pour les classes supérieures. Il faut donc attendre janvier 2020 pour voir ce changement qui sera automatiquement répercuté sur nos feuilles d'impôt par la Direction générale des finances publiques. Et enfin, dernière info, Julien, pour finir, un rendez-vous important, c'est Vivatech la semaine prochaine. Et oui, c'est le rendez-vous annuel des innovations technologiques et des startups à ne pas manquer à Paris, porte de Versailles. Pour cette 4e édition, le Salon des nouvelles technologies s'étendra sur 2 pavillons et le Dôme de Paris consacré exclusivement aux rencontres avec les top leaders de la tech mondiale. Le pavillon 1 demeure le centre. Le pavillon 1 demeure le centre de l'événement. Le second hall, le pavillon 2.2, sera dédié au networking et aux opportunités d'affaires. Il intégrera un business center et des lounges, un food court et des espaces dédiés au recrutement, excusez-moi pour l'accent anglais. À l'extérieur, la nouvelle configuration permettra un accès facilité au site et aux salles de conférence et toujours des animations pour tester, créer, s'amuser et célébrer l'innovation. Et en 2018, c'est 9000 startups, 1900 investisseurs, 2000 exposants, 300 partenaires, 23 labs d'Open Innovation. Je rappelle les dates, bien sûr, du 16 au 18 mai, Porte de Versailles à Paris. Alors justement, aujourd'hui, 3 sociétés sont avec nous, si je puis dire, pour parler d'innovation. On va passer la parole à Alain Moina en premier. Nous, on sera présent à Vivatech, sur le stand 57, donc J57 exactement. Donc je vous invite à venir nous voir, on va parler accélération, on va parler deep tech, on va parler hardware, ce qui aujourd'hui est très important par rapport à toutes ces startups qui sont sur place, puisque dans cette quête de produire leurs projets, eh ben, on va nous pouvoir les colocaliser dans nos seuls lieux plutôt que de les laisser partir vers Shenzhen ou faire un chemin de croix, un véritable chemin de croix pour trouver la manière de produire leurs projets. Alors Christian Van Gisel, Alain Moina a parlé de Deep Tech. Qu'est-ce que c'est la Deep Tech? Alors Deep Tech. Deep Tech. Deep. En fait, Deep, c'est profond, technologie profonde. En fait, ce sont des technologies qui demandent beaucoup plus d'investissement au démarrage avant d'avoir un produit. Donc généralement, on a un produit. Donc dans les deep tech, vous allez avoir par exemple la biotech fait partie de la deep tech, tout ce qui touche à l'aéronautique, tout ce qui va toucher au médical. Donc c'est vraiment ce type de technologie. Je dirais, on la mettrait en comparaison avec des technologies comme des plateformes comme Uber, Blablacar, qui ne sont pas considérées comme des deep tech. Et actuellement, en effet, je dirais, l'État français est en train de pousser très fort, puisqu'on a un très grand socle en France, dont l'une des régions top, c'est la région de Paris-Saclay, enfin le cluster de Paris-Saclay, où là on va retrouver en effet les grosses universités, les grosses écoles qui travaillent sur ce domaine. Oui, puisqu'il y a un gros pôle dans le sud de Paris, donc avec un pôle de recherche, d'universités et d'entreprises qui s'installent pour travailler dans les domaines technologiques. C'est pour ça d'ailleurs, j'imagine que vous installez votre accélérateur là-bas. On en reparlera tout à l'heure. D'ailleurs, on va poser la question à Alexandre Millet, car vous aussi, vous étiez à Vivatech l'an passé. Oui, énorme événement. Hein. Vivatech n'est pas uniquement un événement français, mais un événement international qui regroupe
des sociétés, des startups très dynamiques, et nous, ça nous a permis concrètement de signer un contrat, effectivement, puisqu'on intervient chez B-Workshop à la fois dans des grands groupes, pour des grandes entreprises, et aussi on accompagne des acteurs de la French Tech dans leur croissance ou leur hyper-croissance, en mettant en place des systèmes. Et on a signé un contrat à la suite d'une session à Vivatech. Donc pour nous, il y a eu des retombées très concrètes. Voilà, ce qui est donc quand même très intéressant lorsqu'on fait un salon, c'est d'avoir des retombées, bien sûr. C'est l'objectif. Merci à tous pour ces commentaires. On va tout de suite faire notre première pause musicale et puis on revient pour parler en notre premier sujet du jour. Ce sera les ossature bois. Bravo pour ces infos. Ouais, super Julien. Bon, la prochaine étape, c'est toi qui vas interviewer les invités. La semaine prochaine, je te laisse tranquille, mais après, on démarre. On va voir comment on va se répartir la parole, justement. Alors, au bar de l'économie, on ne passe que des extraits musicaux, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut vous laisser la parole. Donc, qu'est-ce que c'est, Philippe ? Qu'est-ce que c'est le premier titre, je ne sais plus. Non, j'en sais rien. Dis-moi. Non, mais os, tango, as, c'est quoi ce truc là? C'est espagnol, Oui. ou je ne sais plus, argentin. Oui. Dexa, Girard. Dexia, os, tingo, Dexia. Et c'est toi qui l'as dit. Oui, mais j'ai pas noté. Alors, et après. Osti et Tingo, Coas, Dexia, Agira, Girard. Bon, je vais venir voir. Bah, On voit rien, fais gaffe au tellement bouton petit. là. Ouais. Tiens, viens là. Et où On a une application très bien qui s'appelle cette application Shazam. Voilà, il faut chasamer le... Faut utiliser Shazam. Hein. Bah oui. Hop, comme ça. Hop, ça me fait vous lancer. Qui choisit alors si c'est niveau les titres En fait, moi, je mets des titres, hein, et puis après, il choisit. pour la sélection. Je fais une sélection de titres pour le mois, et puis après, il choisit. Voilà. Et en fait, Donc là, j'ai rien choisi. non, pour aujourd'hui, j'avais tout fait. On a vu la connaissance du Bah, il faut bien changer un peu de style par moment. C'est Hein. vachement bien. Faut pas- Il y a trop Ouais, c'était rapide. Mais c'est bien. Ouais, tu parles un peu trop vite, t'as vu, je t'ai fait un peu. Mais t'as du mal, il va falloir que tu. Oh bah, mais déjà. Mais bon, c'est très bien parce qu'on est ils sont très nombreux aujourd'hui, donc du coup, on a fini les infos beaucoup plus tôt que d'habitude. On va repartir. Tout ça pour. Tout ça pour ça, ouais. Allez, on Ça vaut repart. vraiment pas le coup. Allez, on y va. On y va. Au bar de l'économie aujourd'hui sur IDFM, vous venez d'entendre un extrait d'un groupe argentin, Os Tinguas, avec son titre Dexia et Girard. Voilà. Non, c'est plutôt le titre Os Tinguas avec le groupe Dexia et Girard. Je ne sais pas exactement. Voilà, tout ça, ce sont les nouveautés qu'on vous a préparées pour le mois et pour vous permettre d'ailleurs de passer un très bel été. Alors, premier sujet du jour au bar de l'économie, ce sont les ossatures bois. Cyril Doucet, vous êtes directeur général adjoint chez Kaufmann & Broad, un acteur majeur depuis 50 ans dans l'immobilier en France. Et vous innovez dans la conception de projets ossature bois. Alors, pourquoi déjà ? Oui, alors Kaufmann & Broad existe depuis plus de 50 ans maintenant. On en est très fiers et aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une démarche plus environnementale, plus responsable sur la technique de construction et la construction à ossature bois, la construction avec plus de bois dans nos projets répond à cette démarche plus environnementale et responsable parce que le bois, c'est 4 fois moins d'énergie fossile au niveau de la production d'une construction en bois. C'est effectivement sur un chantier beaucoup moins de déchets que sur des constructions traditionnelles. Et pour Kaufmann & Broad, en tout cas, la démarche actuelle sur le bois, c'est parce que c'est un matériau 12 fois plus isolant que le béton. Et qu'aujourd'hui, le sujet des charges, le sujet de l'énergie dans la maison, puisque la maison ou l'appartement est l'investissement le plus lourd d'une vie et génère également des charges au quotidien très élevées, eh bien,
pour nous de fabriquer et de concevoir des logements beaucoup moins énergivores est pour nous vraiment l'enjeu du 21e siècle. Donc vous l'avez dit, c'est important, 12% plus économique, enfin finalement plus isolant, donc que le béton. Donc c'est énorme. Hein. C'est gigantesque, voilà. D'où l'atout considérable du bois. C'est à ce titre que nous développons actuellement en Île-de-France 3 opérations en maison bois. Donc on a inauguré à Bussy-Saint-Georges nos premières maisons à Ossature-Bois. J'ai une visite le 20 mai à Louvres, puisque nous réalisons également à Louvres 10 maisons avec Grand Paris Aménagement dans la ZAC à Ossature-Bois, que nous inaugurons le 20 mai pour une visite, et nous espérons pouvoir poursuivre cette démarche. Et nous lançons également à Villepreux prochainement des maisons 100% également à Ossature-Bois sur l'Île-de-France. Et puis, vous avez aussi un projet en Val d'Oise, toujours, à Vauréal. Et nous avons réalisé, effectivement, déjà, ce n'est pas notre premier essai, mais nous développons au fur et à mesure cette démarche, 10 maisons à Vauréal, en plein centre, 100% bois. Donc c'est ce qu'on appelle des maisons passives. Pourquoi on utilise ce mot de passif? Encore une fois, tout est lié à l'énergie. Ce sont des maisons qui, pour certaines, consomment donc beaucoup moins d'énergie, voire passives, qui consomment moins et qui produisent plus d'électricité, presque, avec des panneaux photovoltaïques, avec des ventilations mécaniques double flux qui permettent d'éviter de renouveler l'air des logements, mais de perdre pratiquement aucune énergie à l'intérieur du logement. Cyril Doucet, donc en fait, si je comprends bien, Kaufmann & Broad, le bois devient maintenant un matériau dans lequel vous allez investir de plus en plus. Est-ce que ce sont des projets de construction pour le futur? Comment vous allez faire entre le béton justement et le bois? On parle aussi, j'avais vu aussi le plastique, les Canadiens font une espèce de plastique qui ressemble à du bois. Est-ce que vous vous intéressez à toutes ces technologies? Alors, on s'intéresse bien sûr à toutes les technologies, mais vraiment notre démarche, c'est des ouvrages moins énergivores et tout en conservant la pérennité de nos projets, de nos maisons et de nos appartements. Puisque notre longévité de 50 ans, c'est bien pour offrir à nos clients des bâtiments les plus durables possibles, mais dans tous les sens. Et en tout cas pour nous, l'atout encore, une fois du bois aussi, c'est que c'est un matériau sain. Et la santé dans le logement, dans la construction, devient aussi un sujet, une préoccupation de nos clients. Alors parlons des côtés, on va dire, un peu négatifs du bois. Moi j'en vois deux, bien sûr, c'est bien sûr le feu et puis aussi les insectes. Est-ce que les bois sont traités? De quelle manière sont traités les bois? Alors oui, aujourd'hui, les bois sont totalement traités. On développe via des partenariats avec des filières industrielles de transformation du bois, d'où notre inauguration avec le ministre à Bussy pour vraiment développer en France cette filière industrielle de transformation du bois brut en bois pour la construction, qui est vraiment l'enjeu de demain. Et le bois, effectivement, ne présente aucune difficulté dans la construction, puisque c'est un matériau très sûr, qui a une excellente stabilité au feu, parce que c'est un matériau qui se consomme plus lentement que d'autres matériaux, et en tout cas donc ne présente pas de risque majeur et qui a une longévité exceptionnelle. Alors, le marché donc, de la construction en France en bois est d'environ 14% pour le moment. Il y a 2 ans, 2016, 3 ans maintenant plutôt, il y a presque 9000 logements collectifs neufs en bois avaient été construits. Vous avez, chez Kaufmann & Broad, vous avez le projet aussi de construire une tour à Bordeaux notamment, carrément, tout en bois, ou est-ce que c'est pour un projet qui allie plusieurs matériaux? Tout à fait, nous avons un projet de tour de 18 étages, de 60 mètres de hauteur, à quelques pas de la gare TGV de Bordeaux. Ça va être une structure primaire à colombage géant comportant 70% de bois. Donc après, au niveau
de la cage d'ascenseur, enfin, il y aura peut-être certains éléments qui seront encore en béton, mais où on va utiliser en grande majorité le bois. Voilà, avec des labels très élevés. Et c'est surtout une tour mixte, bureau, logement. Il y aura 198 appartements, quasiment 6 000 m² de bureaux et du commerce et des parkings. Voilà, c'est vraiment peut-être, ce sont des projets de demain. Voilà, on préfigure la ville de demain à travers ces grands projets. Pour l'instant, des tours de grande hauteur, on n'en connaît pas beaucoup qui sont en bois, justement. Non, ça sera une des plus hautes d'Europe. Et alors donc, revenons un petit peu aux maisons qui se construisent en ce moment à Vauréal, à Louvre, ou bien que vous avez construit à Bussy-Saint-Georges en Ile-de-France. Quand vous parlez d'ossature bois, ça veut dire comment est le revêtement pour le particulier à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on fait à l'extérieur? Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, la structure de la maison est totalement en bois, et dans certains de nos projets, le bois ne se voit pas. On utilise d'autres matériaux de revêtement extérieur, notamment à Bussy, on utilise en partie du métal, de la tôle et un enduit classique en extérieur. Donc de l'extérieur, vous ne voyez pas que c'est une maison en bois. Et vraiment, c'est les performances de la maison qui témoignent qu'elle est en bois. On a bien compris que pour votre société, les défis sociétaux étaient quand même importants, et donc que vous souhaitez devenir plus respectueux de l'environnement. Pour nous, le particulier, est-ce que c'est moins cher de construire en bois? Quels sont les tarifs pour ces maisons? Alors aujourd'hui, la construction en bois est quand même encore plus chère, puisqu'en coût de construction, on est entre 10, voire jusqu'à, en fonction de certains projets, 30% plus cher. Mais justement, tout le travail va être de développer cette filière, de pouvoir transformer ce matériau bois dans la construction à plus grande échelle. Kaufmann et Broad travaille d'ailleurs avec les industriels en direct. On a d'ailleurs sur Louvre et Bussy-Saint-Georges un partenariat avec la société Techniwood qui nous fournit les panneaux de murs préfabriqués en usine. Et par le développement de ces filières, on doit faire baisser le coût de construction. Et sachant que l'idée, c'est le client final qui doit profiter de cette économie, c'est-à-dire qu'en aucun cas, il acceptera de payer plus cher parce que c'est du bois. Il faut que ça soit au même prix qu'une construction traditionnelle, et que derrière, l'avantage charge, c'est-à-dire d'avoir au final un bâtiment 10 à 12 fois moins énergivore qu'une construction en béton, et bien ça soit le client final qui en profite et qui lui permet d'avoir des bâtiments qui payent beaucoup moins de charges. Voilà, en fait, voilà. La clé. Puis finalement, ça ne revient pas forcément moins cher, mais par contre, ensuite, à l'entretien et au niveau des charges, là, c'est nettement moins cher. C'est ça que vous voulez nous dire aujourd'hui. Voilà. On a bien compris. Exactement, c'est de faire baisser la facture. Alors pour Kaufmann et Broad, quel est l'objectif dans vos objectifs de construction? Quel va être pour vous, à votre avis, le choix du bois? Est-ce que c'est le client qui est roi, ou est-ce que c'est... Comment ça se passe? Quelle est la demande des Français en ce moment au niveau de la construction neuve? Le sujet du bois, c'est que les gens aujourd'hui l'acceptent dans la construction. Aujourd'hui, c'est de le rendre accessible. Et accessible, c'est-à-dire que nous, professionnels, on arrive à proposer un produit au même prix. Et aujourd'hui, c'est cette étape qui n'est pas encore tout à fait là. Donc on s'appuie beaucoup sur les aménageurs publics qui nous aident à intégrer davantage de projets avec du bois dans le cadre d'un partenariat un peu donnant-donnant sur la vente des terrains. Voilà, et ensemble, aménageurs publics, constructeurs, promoteurs, on développe un produit pour le rendre accessible, c'est-à-dire vraiment au même prix. C'est vraiment notre stratégie du moment. Et donc la stratégie, c'est donc le bois pour la ville, en fait, puisqu'on a l'habitude du bois en montagne, dans les régions, oui, surtout montagneuses. Donc en fait, là, ce que vous proposez, c'est l'objectif du bois en ville, c'est bien ça? Exactement. Et qui présente aussi d'autres avantages. On construit beaucoup plus vite, on génère moins de déchets,
moins de nuisances, là où on nous demande effectivement en ville de construire la ville sur la ville. C'est un sujet en plus d'actualité en 2019 parce que ça génère toujours quelques crispations de construire en ville, c'est toujours délicat, c'est 1 à 2 ans de chantier. En tout cas, le bois apporte un avantage, c'est qu'il permet de raccourcir les délais de construction, de générer un peu moins de nuisances que les constructions traditionnelles, et c'est encore un atout supplémentaire. Bien de sûr. livrer plus vite nos clients, Bien sûr. donc c'est gagnant, un peu gagnant pour tout le monde. Voilà. Après, notre travail, c'est d'avoir des bâtiments qui restent quand même durables, avec une totale pérennité, et c'est pour ça qu'on avance aussi chez Kaufmann & Broad pas à pas, à travers des projets pour avoir un retour véritablement sur nos réalisations, et on commence à avoir cette expérience, même si on a 50 ans d'existence. Oui, ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes à la fois jeune dans la construction du bois, hein, c'est bien ça. Enfin, Vous avez une antériorité dans la construction de maisons, mais en bois, c'est ça que vous voulez dire, vous y allez pas à pas pour Voilà, pouvoir exactement. assurer de la qualité pour vos clients, j'imagine. Exactement, qui est essentiel, puisque c'est un investissement le plus lourd. Acheter son logement, on s'endette sur 20-25 ans. Donc c'est un acte assez lourd, même aussi pour un investisseur. Ce sont des efforts, et donc on se doit, la qualité doit être au rendez-vous, et la durabilité également. Alors donc, autre question, si vous voulez bien, Cyril Doucet, vous avez le projet de construire une 50aine de maisons en 2019 à Ossature-Bois. Combien ça coûte une maison en bois si je veux acheter une maison en bois? Quelle est la surface déjà des maisons que vous proposez et quel coût? Alors après, encore une fois, c'est adapté aussi au marché, puisque dans le prix de vente d'une maison n'est pas seul avec le coût de construction. Écoutez, sur Louvre, on est sur des produits aux alentours des 320 000 euros pour une maison de 100 mètres carrés environ, 320-330 000 euros, 100% en bois. Sur Bussy-Saint-Georges, on est plutôt sur des maisons autour des 400-420 000 euros. Voilà, et l'opération que nous allons ouvrir à Villepreux dans les Yvelines, on sera plutôt sur des maisons qui sont un peu plus grandes, qui vont faire dans les 120-130 mètres carrés, et sur des valeurs plutôt à 650 000 euros en prix d'ouverture des maisons 100% en bois. Merci beaucoup pour cette présentation, Cyril Doucet. Je vous propose une petite pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques secondes. Un extrait d'un nouveau titre, c'est le groupe Lost Frequencies. La bonne nouvelle avec les maisons en bois. C'est important d'avoir un casque. Pourquoi? Il y a un problème? Il y a un problème? Ben non, mais tu parles, tu m'envoies, tu me fais envoyer le jingle en fin de phrase. Et toi, tu rajoutes un truc par derrière sur le jingle. Ah oui. Donc, c'est important d'avoir un casque. Mais je pensais pas que tu allais mettre de jingle. Bah, moi, c'est direct. Hein. Ah bon? Ah, ouais. Tu fais ça à chaque fois maintenant? On est sur IDFM. Comme ça, j'ai plus besoin de le dire. Le truc qui est sympa avec les maisons en bois, c'est que quand votre locataire ou propriétaire ne peut plus payer sa facture de chauffage, bah, au lieu de, une fois qu'il a terminé la cuisine et ainsi de suite, il peut commencer à démonter la. Je plaisante pas, hein. Comment ça À démonter là. À abîmer un peu la maison. Ah bah quand même pas. Il va pas avoir sa maison qui va s'écrouler sur lui. Non mais moi j'ai déjà. Ça va, Nono? Alors bientôt, avec ce que vous venez de dire là, on s'imagine presque revenu au temps Non, parce que au début de l'humanité. vous savez, le problème des personnes qui ne payent pas, souvent, c'est simplement un bâtiment. Ce sont des personnes qui ont acheté des maisons comme ça, qui avaient des moyens. À un moment donné, vous tombez au chômage. Vous savez, vous tombez au chômage. Au bout de 2 ans, si vous ne trouvez pas de boulot, si vous touchez le RSA, donc le RSA, vous faites payer, on fait casser. Et les gens font ça. Enfin, moi, on appellera vers 25. J'ai de mauvaises expériences de ce côté-là, de locataires qui ont fait un boulet à l'intérieur, à la cuisine, et puis ainsi de suite. Donc là, c'est que vous commencez à démonter. C'est des matériaux simples. C'est drôle. C'est drôle en tout cas. Ouais, ça va et toi? Ouais. T'es en forme? Bah écoute. Tu veux que je te montre tout ça?
pour faire réaliser. Comme ça, tu vois. Tu sais faire, tu as déjà Ouais, fait, non? j'ai déjà fait. J'ai à peu près regardé les boutons qu'il y avait pour les pas. On verra. Il y a eu des gros projets de maison, de carton, notamment en Alsace, je travaillais avec Alsace, donc quelque chose. C'est un peu important le truc, Je n'arrive à dire. ça n'a pas été. C'est que j'ai la tranche Je vois un carton, Le micro, c'est génial. en fait, ils avaient des Ça, c'est le cartons à l'expérience. On va y retourner peut-être, messieurs, non? Ils faisaient des gros panneaux. Cyril Doucet, vous voulez dire encore autre chose? Ou je pense qu'on a fait un bon tour. Oui, oui. Ou est-ce que vous voulez... pardon. Oui. Vous voulez dire autre chose ou est-ce que je passe la parole à un Oui, autre passer la invité? parole, oui, j'ai déjà Ça, parlé. il offre une. Non, après, Ouais, après, ce que je rajouterais, c'est qu'on développe aussi d'allier la maison moins énergivore avec une mobilité électrique. Et on réfléchit Qu'est-ce que ça veut dire à la ça, maison de encore? demain, c'est que c'est presque votre voiture qui va fournir de l'électricité à la maison. Ah bon? C'est-à-dire. Bah, je vous repasse la parole tout de suite. Qu'est-ce que la maison de demain? Voilà, voilà. Hein? Exactement. Nous voici de retour au bar de l'économie après cet extrait musical. Je vous propose, je suis en compagnie de Cyril Doucet, directeur général adjoint Île-de-France chez Kaufmann & Broad, d'Alexandre Millet, directeur associé de BI Workshop, et puis d'Alain Moina et de Christian Van Gisel pour le Paris-Saclay Hardware Accelerator et de Priscilla Pagnaco pour le produit Prima chez Pixium Vision, vous allez voir tout à l'heure. Alors nous, avec Cyril Doucet, nous étions en train de parler de maisons à ossature bois. Donc le bois s'invite dans la construction des maisons en Île-de-France en particulier. Et donc du coup, Cyril Doucet, ma dernière question, ça va être qu'est-ce que vont être les maisons du futur? Alors, au-delà du bois, donc notre souci, c'est toujours l'énergie à travers la construction et l'usage de l'appartement ou de la maison, puisque on ne fait pas que des maisons en bois, on développe aussi nos produits immeubles collectifs bois. Avec du bois, oui. Voilà, et donc c'est d'associer la mobilité et l'énergie donc à la construction. Donc en fait, on travaille actuellement avec un partenariat avec Renault sur donc notamment notre opération des Yvelines de Vipreux où la voiture est associée à la maison en voiture donc électrique. Et la maison de demain, c'est la voiture qui fournira de l'énergie à la maison. En fait, je m'explique. Votre tarif électrique, vous avez les heures pleines, les heures creuses. Aujourd'hui, on peut également produire soi-même son énergie avec des panneaux photovoltaïques ou l'éolien, par exemple. La maison de demain, c'est une maison qui récolte de l'énergie via des panneaux photovoltaïques. Bien sûr, c'est pendant la journée. Pendant la journée, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes peut-être parti avec votre voiture. Et donc, vous avez des batteries dans la maison qui stockent l'énergie que vous allez produire dans la journée. Le soir, quand vous revenez avec votre voiture, bien sûr électrique, vous la branchez et c'est vos batteries de maison qui rechargent votre voiture. Et puis, si vous n'avez pas de... par exemple, si vous utilisez à 19h fortement l'électricité, et si vous avez un pic de consommation, et ben, votre voiture peut restituer à la maison un peu plus d'énergie pour de 19h à 22h alimenter la maison. Et si vous n'avez pas, par exemple, de batterie avec votre photovoltaïque, et ben, c'est la voiture qui alimente la maison pendant les heures pleines, et en heure creuse, c'est à ce moment-là, à partir de 22h ou 23h, vous rechargez votre voiture. Mais voilà, c'est la réversibilité entre voiture, maison, maison, voiture. Et c'est pour nous le sujet de demain. Et après-demain, ça sera peut-être la totale autonomie. Finalement, vous visez l'autonomie totale d'une maison pour une famille. Exactement. Voilà. Alors c'est pour quand cette perspective? Alors on est au début. On est au début des recherches pour Kaufmann & Broad. Voilà, le début, c'est vraiment d'associer la maison avec la voiture électrique. Des batteries et les panneaux photovoltaïques quand même. Des panneaux photovoltaïques, voilà, et dans les 3-5 ans, il y a des tests de Renault de réversibilité de l'énergie entre la voiture et la maison. Ils sont en train de le tester, mais je pense que dans les délais de 2-3 ans, c'est des technologies qui seront possibles. Merci beaucoup Cyril Doucet pour nous faire rêver sur ces futures maisons autonomes.
parce qu'on est vraiment très intéressés, effectivement, tous à réduire nos consommations et nos factures de charges, bien sûr. Alors, Alain Moina et Christian Van Gisel, ça vous intéresse doublement, ces recherches partenaires immobiliers et constructeurs automobiles pour améliorer donc notre capacité énergétique, puisque vous vous intéressez à l'industrie et à promouvoir l'industrie, tous les deux, si j'ai bien compris. Comment est venue cette idée, on va demander à Christian Van Gisel peut-être, comment est venue cette idée de fonder un accélérateur spécifique pour les industries? En fait, cette idée a germé il y a 3 ans sur une constatation sur Paris-Saclay, où on avait de jeunes entrepreneurs qui avaient un projet industriel du type un petit peu le projet qu'on voit juste à côté avec voilà, c'est-à-dire des lunettes avec un système. On pourrait dire par exemple là vous avez un prototype et en fait ces jeunes ne trouvaient pas la manière de passer d'une phase d'industrialisation et partaient en Chine pour faire l'industrialisation. Et on se dit c'est quand même bien dommage de ne pas pouvoir l'avoir ici en France, surtout avec l'amélioration de tout ce qui est impression 3D. Donc on a mûri ce projet et ensuite il y a 1 an à peu près, un an exactement, on a eu une belle rencontre avec Alain justement au niveau du réseau Entreprendre et on s'est aperçu qu'on avait une belle convergence et donc est venu le passage du PowerPoint à quelque chose de réel avec des vrais murs. Alors bon, c'est pas encore en bois, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Donc, Alain Moina, vous présidez donc le Paris-Saclay Hardware Accelerator, c'est le nom que vous lui avez donné. Alors quel est l'objectif de cet incubateur accélérateur? On parlait de maison du futur. Maintenant, on va parler de l'industrie du futur. La maison du futur, elle n'est pas encore là. L'industrie du futur, c'est maintenant. Si on regarde un petit peu tout l'écosystème qui est en train de tourner autour de l'industrie, que ce soit via le fameux rapport Montaigne qui a été publié sur l'état de l'industrie sur la France, eh ben, on préconise d'avoir une industrie du futur. L'industrie du futur, c'est une industrie qui est connectée, dans laquelle on va pouvoir trouver des gens qui sont capables de prendre un projet là où il s'est arrêté au niveau de la start-up ou du porteur de projet, et de l'amener jusqu'à sa phase d'industrialisation. Et au sein de Paris-Saclay Hardware Accelerator, c'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'on va accueillir ce type de projet, on va les mettre en immersion complète dans un lieu qu'on dit à guichet unique, c'est-à-dire qu'on va leur proposer 3 gros piliers qui sont l'innovation, on va les aider à ce niveau-là, la formation, parce qu'on va pouvoir aider aussi sur ce type de formation, et un accompagnement qui soit aussi bien intellectuel, mécanique ou même financier sur leur projet. Donc un projet qui en théorie, on va dire, vient à maturité de la phase de prototypage à industrialisation, c'est une bonne année, voire une année et demie. On a la prétention de pouvoir dire c'est 3-4 mois au sein d'un accélérateur hardware. Donc vous allez pouvoir accueillir les jeunes entreprises ou les moins jeunes qui ont des projets innovants, j'imagine. Là, ça va être une sélection sur les projets, je pense. Pendant, donc, si on a bien compris, de 3 à 4 mois. Donc ça, c'est la durée sur laquelle ils pourront venir s'installer chez vous? Alors c'est une durée parce qu'il faut donner une durée. Il est bien évident, et vous l'avez dit, on va étudier chaque projet au cas par cas. Il y a des projets qui, en 8-10 jours, sur lesquels il faut juste débloquer un petit point, se feront. D'autres se feront sur 5 à 6 mois. L'idée, c'est vraiment d'apporter les compétences manquantes au projet. Et on parle de projet parce qu'on ne va pas ne s'intéresser qu'aux startups, on va s'intéresser aux PME, PMI, voire grands groupes, qui eux ont des tonnes de projets aujourd'hui en intrapreneuriat, ou des PME qui ne peuvent pas arrêter une chaîne d'industrialisation pour justement pouvoir développer un nouveau prototype ou un nouveau projet. Alors beaucoup de jeunes start-upers se plaignent, notamment dans l'industrie, des manques de financement. C'est dur de trouver des financements. Comment vous allez pouvoir pallier à ce sujet-là notamment? Christian Van Gisel. Oui, par rapport au financement, alors donc le gros avantage de se mettre sur Paris-Saclay, c'est que sur Paris-Saclay, vous avez aussi tout un écosystème. Donc au niveau du financement, je suis moi-même vice-président d'une association de Business Angel, donc je participe au financement des startups. Vous avez aussi, on parlait tout à l'heure au niveau d'Internet, on a une plateforme qui s'est montée qui s'appelle Synapse, qui permet d'investir dans des startups via Internet. Et donc là, avec un Trusted Advisor, donc on est sûr que quand on investit,
il y a toujours la problématique de l'investissement, mais vous êtes sûr que ce n'est pas une arnaque qui se trouve derrière. Vous avez aussi des fonds qui sont montés au niveau, par exemple, de la SATT, de la Société accélératrice de transfert de technologie de Paris-Saclay, qui est doté de 60 millions d'euros. On a aussi un fonds sur Paris-Saclay. Donc on a un écosystème sur Paris-Saclay qui est en train de se monter. Paris-Saclay en tant que tel est aussi une start-up avec des moyens qui arrivent et qui permet, avec cet écosystème, de pouvoir, développer les start-up. Et Paris-Saclay Hardware Accélérateur est une pièce de ce puzzle pour justement tout ce qui va toucher le côté hardware et d'accélération de l'industrialisation. Alors actuellement, vous avez déjà commencé à accueillir quelques entreprises. Quels sont les premiers projets, Alain Moina? Alors on a déjà un projet aujourd'hui, on va lui faire un petit peu de publicité, vous êtes content, qui est la société Gironac, qui a développé en fait un complément de phare pour moto. Lorsqu'une moto aujourd'hui entame un virage, le feu éclaire tout droit puisque la moto est penchée. Bien sûr. Donc eux, de par leur système avec un système de gyroscope, en fait, ils vont pouvoir aller éclairer l'intégralité du virage ou tout du moins la vision du pilote. On a deux autres projets pour l'instant que malheureusement je ne peux pas vous parler parce qu'ils ne sont pas signés et puis parce qu'il y a une certaine confidentialité à avoir. Ce qui est un gros sujet sur Paris-Saclay, la protection de données. C'est un gros sujet français d'ailleurs, parce qu'on ne protège pas assez nos données et nos projets, nos brevets finalement. Exactement. Alors c'est pour ça, en parlant de brevets, qu'on a décidé, comme ça je passe du coq à l'âne, d'apporter aussi dans ce que je disais, la formation, un complément de formation par rapport à l'INPI, par rapport à la CCI, par rapport à d'autres intervenants extérieurs qui viendront prendre part à la vie de Paris-Saclay Hardware Accélérateur. Alors pour vous rencontrer, Alain Moina et Christian Van Gisel, vous serez à Vivatech la semaine prochaine. Tout à fait. Vous serez dans quel hall justement? Vous avez choisi lequel? On sera dans le hall 1, au stand J57. Alors c'est des stands de 4, donc le 1 exactement. Et on est ouvert effectivement à tout type de projet. Donc là, vous allez pouvoir accueillir toutes les startups pour qu'elles viennent vous voir et venir éventuellement présenter leurs besoins, leurs projets bien sûr. Complètement. Pour se faire aider par vous. Et pour rebondir sur ce que disait Christian par rapport au financement, l'accélérateur prend d'autant plus sa place aujourd'hui dans cet écosystème parce qu'il y a encore une dizaine d'années, une start-up arrivait, allait voir des business angels ou des capital risqueurs et puis on levait 1 million en disant on verra bien ce que ça donne. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a affaire à des premières levées de fonds de l'ordre de 100 à 150 000 euros. On est fin de prototypage, on est prêt à industrialiser. Et c'est là qu'on intervient jusqu'à cette fameuse première pré-série. Voilà, c'est important de le préciser, vous n'intervenez pas au début du projet, mais à la phase d'industrialisation. Il est déjà un petit peu mature. On va aider à finir de prototyper s'il le faut, mais on va surtout sortir les 20 ou 30 premières pièces qui pour la start-up est importante parce qu'elle va pouvoir aller les vendre. Bien sûr. Et en fonction de ses résultats de vente, alors elle va chercher à lever son ou ses millions qui suivent la production. Donc vous espérez lever des licornes françaises. Pourquoi pas. Voire des titans, comme on dit maintenant. Oui, si on veut, bien sûr. Parce qu'on dit qu'en France et en Europe, on a du mal à financer les projets quand ils dépassent une certaine étape. Est-ce que ça aussi, vous l'avez rencontré dans vos développements d'entreprise? Alors, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on compare la France, on compare la France avec les États-Unis ou avec la Chine. Je pense que ce qu'il faut comparer, c'est l'Europe avec la Chine ou les États-Unis. Le problème du marché européen, c'est qu'il est fragmenté. Et donc, quand une start-up cherche en France à lever 200, 300, 400 millions, c'est difficile. Vous avez peu d'acteurs capables de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut à tout prix que ces start-up, au minimum, puissent trouver des relais au niveau européen pour trouver ce financement. Alors, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on est capable de pousser les entreprises jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, on n'a pas la force suffisante au niveau français, mais au niveau européen pour pouvoir le faire. Merci beaucoup pour cette précision, c'est important. Et puis, nous, on aime beaucoup l'industrie au bar de l'économie. Donc, on a hâte de découvrir les projets ou les prototypes qui vont sortir de votre accélérateur. D'ailleurs, Alain Moina, vous êtes lauréat avec votre société ePrint 3D. Qu'est-ce que vous faites avec votre société? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, ePrint 3D est le fruit d'une réflexion de mettre sur Internet à la vente des pièces imprimées en 3D. Et on s'est vite aperçu que ces pièces imprimées en 3D sans bureau d'études liés, ça ne marchait pas, ou en tout cas il y avait des gens qui étaient déjà en place et ça suffisait. Donc c'est à ce moment-là justement qu'on s'est rencontré avec Christian, et tout est né de ce principe, c'est-à-dire qu'eux ils avaient l'idée déjà de colocaliser les gens et les machines
Et nous, d'arriver de dire, on va mettre une espèce de mayonnaise au milieu de tout ça, qui va apporter le bureau d'études, qui va apporter tout ça, qui fait que il faut savoir quand même que les machines qu'on va mettre à disposition sont quand même des machines haut de gamme de production, qui ne sont pas laissées comme dans un Fab Lab, même si j'aime pas trop le terme, à n'importe qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un projet qui va être accéléré chez nous, on va apporter toutes les compétences, mais on va leur fabriquer leurs pièces, on ne va pas leur laisser les machines à dispo. Donc en fait, Print 3D est venu juste apporter son savoir-faire en bureau d'études au projet Les Garages, qui du coup s'appelle maintenant Paris-Saclay Hardware Accelerator. Voilà, donc on a bien compris que Paris-Saclay Hardware Accelerator, c'était vraiment pour aider les projets qui sont en phase de prototype et non pas les projets de start-up qui sont au début, au balbutiement d'un projet. On a bien compris qu'on faisait la différence et vraiment sur des projets industriels. Je dis ça pour tous ceux qui seraient intéressés par venir vous présenter. Et surtout de les amener à l'industrialisation. Alors si on veut vous contacter, on fait comment ? Eh ben, c'est simple, on a un site, alors Paris-Saclay, vous l'avez vu, à Hardware Accelerator, c'est dur à dire, donc psha.fr, c'est beaucoup plus simple. Et puis, vous trouvez toutes les coordonnées du site, il y a même une feuille de contact sur laquelle vous pouvez présenter le projet et nous l'envoyer, et on vous recontacte derrière sans aucun souci. Donc psha.fr, c'est comme ça qu'il faut vous contacter, c'est plus simple. Tout à fait. Pour tous les projets industriels. Merci beaucoup à tous les deux. On va tout de suite faire une nouvelle pause, mais cette fois en chronique. Bruno Vigoureux vient d'arriver dans nos studios. Et donc Bruno, bonjour. Bonjour Florence, bonjour. Quel secret de cuisine aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui me tient particulièrement à cœur. Je l'ai trouvée dans un petit livre de Monique Men, qui cuisine pour toute l'année, aux éditions Livre de Poche. Alors pourquoi cette recette me tient à cœur? Je ne vais pas vous raconter ma vie, ça n'a pas grand intérêt, mais cette recette, ma maman la faisait dans notre maison de la Seine-sur-Mer, les jours de fête, quand la table sur la terrasse était prête dès 10h du matin et que le soleil d'été commençait à taper dur, même sous les calices. Et en cuisine, je peux vous dire que ça s'agitait grave. Alors cette recette, c'est le grand aioli. Autant vous le dire, c'est du boulot. Mais rien de compliqué, ce qui est long, c'est d'éplucher les légumes, la préparation des légumes. Alors on part pour une recette pour 8, oui, parce que c'est convivial cette recette. Il vous faut 8 tronçons d'eau de cabillaud, 1,5 kg de sèche, 2 tomates, un verre de vin blanc sec, 16 carottes, 16 pommes de terre, une demi-pomme de terre cuite dans sa peau, 8 patates douces, 8 petits artichauts, 8 œufs durs, 2 jaunes d'œufs, un demi-litre d'huile d'olive, 1 kg d'haricots verts, des bulots, des tranches de paracis, vous pouvez en mettre 2 par personne, 2 betteraves, 11 gousses d'ail, un oignon, du thym, du laurier, du sel et du poivre. Alors on commence. Dans un mortier, vous pilez 9 gousses d'ail, vous ajoutez les 2 jaunes d'œufs, le sel, le poivre, vous mélangez et incorporez peu à peu l'huile d'olive, comme pour une mayonnaise, et vous laissez l'aioli en attente. Par grande chaleur, ajoutez au jaune d'œuf une demi-pomme de terre cuite dans sa peau, épluchée et écrasée, c'est plus prudent. Vous faites enlever l'encre des sèches par votre poissonnier, vous les lavez et ôtez le cartilage. Vous coupez les sèches en lanières et les faites cuire 20 minutes à petit feu dans une cocotte avec les tomates pelées et pépinées et coupées, 2 gousses d'ail, l'oignon émincé, le vin blanc, le thym, le laurier, le sel et le poivre, et vous couvrez. Vous égouttez les sèches et vous faites réduire le jus de cuisson d'un quart et vous remettez les sèches. Vous lavez tous vos légumes, vous les épluchez, donc c'est ça qui est long, hein, vous les faites cuire à l'eau. À vous de surveiller la cuisson en piquant vos légumes avec la pointe d'un couteau. Si la lame s'enfonce, c'est que c'est bon. Au moment de servir, vous dressez sur un plat avec les œufs durs. Vous faites cuire vos morceaux de cabillaud, soit pochés, soit à la vapeur. Et une fois cuits, vous les mettez sur un plat avec les bulots. Vous tenez le tout au chaud. Dans une soupière, vous délayez une cuillère à dessert d'aioli et vous ajoutez les sèches et leur jus de cuisson et vous mélangez. Dans chaque assiette creuse, vous disposez 2 tranches de pain séché au four et tartinées d'aioli. Vous servez en premier les sèches dans leur bouillon, puis vous apportez le cabillaud, les légumes, les betteraves coupées en dés, et en même temps le mortier d'aioli. Là, la fête peut commencer. Oui, je sais, je vous avais prévenu, c'est du boulot, mais quel bonheur pour vos invités. C'est le vrai plat convivial où tout le monde prend ce qu'il veut dans les plats, les patates douces croisent les bulots qui s'entrechoquent avec les carottes. Oui, c'est une vraie fête sur la table. Et pour accompagner ce plat, un banderole rouge ou rosé, comme vous voulez. C'est en tout cas ce que mon papa servait. Et vous savez quoi, Florence? J'ai fait ce plat le lundi de Pâques à ma famille et ma petite maman était là. Elle était très émue car la dernière fois qu'elle en avait mangé, c'était sous les canis, sous un beau soleil d'été. Et j'ai même eu droit à ses félicitations. Alors vous aussi, tentez cette aventure et vous ne le regretterez pas.
Au revoir et on se retrouve à 13h30 pour l'émission Sport en Val d'Oise pour parler du sport en milieu rural. Bon appétit. Mer- Merci Bruno pour cette belle recette. C'est vrai que la table en France, et notamment pour signer des affaires, c'est important. On en a besoin. On a bien compris que Ça pour s'appelle le repas d'affaires. on a bien compris que pour l'aioli, c'est le bandol rouge, rosé ou blanc qui est donc privilégié. Allez, on continue au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril de Doucet, directeur général d'Île-de-France chez Kaufmann et Broad, d'Alain Moina et de Christian Van Gisel pour le PSHA, l'accélérateur réservé aux industriels. Donc, si vous êtes porteur de projets industriels, eh bien, contactez-les pour vous faire aider. De Priscilla Pagnaco pour le projet Prima de Pixium Vision et d'Alexandre Millet, directeur associé chez Bee Workshop. D'ailleurs, Alexandre, c'est à vous que je vais passer la parole tout de suite. Alors, on va parler de transformation digitale ensemble. Où est-ce qu'on en est? Qu'en pensez-vous? Où est-ce qu'on en est au niveau de la transformation en France en ce moment? Alors nous, chez Bee Workshop, on accompagne les deux types de clients, hein, des grandes sociétés, des grands groupes, et d'autres sociétés plus petites qui sont des startups. La transformation digitale, elle est déjà bien engagée de toutes parts, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, hein. C'est une petite révolution. Notamment, on contribue pas mal au flux de facturation fournisseurs, donc à supprimer tout ce flux de papier et au traitement digital de la facturation fournisseur. Donc votre principal sujet, c'est la facturation finalement? Non, on intervient sur tous les flux de back-office, hein, comme on dit, donc tous les grands services de gestion des entreprises, que ce soit la comptabilité, la gestion de production, des ventes, des stocks. On intervient en fait sur tout le flux d'informations au sein des entreprises à travers de systèmes qui s'appellent ERP, Enterprise Resource Planning, donc qui sont des systèmes de gestion intégrés pour tous les flux de l'entreprise, et nous on les met en place. Alors quels sont les plus gros consommateurs de ce type ou de besoins? Parce que vous avez parlé de grandes entreprises et de TPE. Oui, historiquement, sont plutôt des systèmes qui étaient réservés à des grandes entreprises, hein. Donc nos gros clients, on peut citer des clients du type Veolia, Propreté ou Water, la Berry, Pernod Ricard, voilà, des sociétés que tout le monde connaît, qui font partie du CAC 40 ou d'une taille assez importante. Les ERP étaient réservés à ce type de société. Maintenant, avec l'arrivée de systèmes cloud, tout le monde a entendu parler du cloud, hein, qui sont des systèmes hébergés et auxquels on accède via Internet, ce type d'outils peuvent s'adresser à des sociétés plus petites et avec des mises en place plus rapides. Donc, on travaille notamment beaucoup avec la French Tech, avec des sociétés qui sont en croissance, voire en hyper-croissance, et qui se développent très vite et qui ont besoin de ce type de système pour accompagner leur développement. Donc la facture fournisseur, le flux de facture fournisseur est une des briques, une des composantes de ces systèmes. Alors vous avez donc, je suppose, des solutions informatiques que vous proposez pour mettre en place, pour améliorer la compétitivité d'une entreprise. Quelles sont ces solutions et pourquoi vous avez choisi celles dont vous allez nous parler? Alors on travaille majoritairement sur des outils édités par Oracle. Oracle, c'est un acteur majeur du cloud, qui est une société américaine. On a choisi ces outils parce qu'ils sont... Oracle fait bénéficier de la maturité de son expérience en système d'information. Donc on a choisi ces outils principalement, Gilles Edwards et NetSuite, pour leur solidité, leur fiabilité et ce qu'ils pouvaient apporter comme proposition de valeur aux entreprises. Alors c'est une base de développement pour vous, ou est-ce que les produits sont tout prêts et adaptables très facilement en entreprise? Comment ça se passe? C'est plutôt des produits qui sont, dont on va utiliser le standard. On fait quelques développements, mais le but c'est plutôt d'accompagner nos clients dans le paramétrage et l'adaptation des outils. Et auprès de nos collaborateurs, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le
le standard et l'explication auprès de nos clients de ces outils pour les paramétrer. Alors, vous avez parlé de start-up et de grands groupes. Pour une start-up, j'allais dire pour une entreprise qui débute finalement, quel est le coût? Comment est-ce qu'on fait pour intégrer tout de suite la facturation au début de la création de son entreprise? Alors c'est assez variable, ça dépend vraiment des activités. Nous, quand on prend, quand on accompagne les startups qu'on accompagne, on parlait tout à l'heure avec Paris-Saclay, Hardware Accelerator, de sociétés qui étaient plutôt en phase de prototypage et pas dans une phase initiale. Nous, quelque part, on arrive encore un peu après, quand on a des sociétés qui sont, par exemple, à la deuxième levée de fonds pour des sociétés qui veulent se déployer à l'international, comme ça peut être le cas par exemple de Content Square et Vitesti, des clients qui sont dans du secteur software et qui se développent aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en dehors de France. Donc voilà, le coût est très variable en fonction de la taille de la société et de son activité. Alors justement, est-ce qu'on peut donner des fourchettes de tarifs? C'est assez difficile de répondre à cette question, parce que quand je vous cite un client, on a par exemple un client qui s'appelle Arbium qui fait de la recherche sur de la transformation de pulpe de bois en protéines pour l'alimentation animale, qui sont dans une phase de recherche. Et quand je compare cette société-là à Veolia Propreté, qui fait du recyclage de plastique à l'échelle de Veolia, la fourchette est extrêmement large, donc c'est impossible de répondre. C'est difficile. Ouais. Mais par contre, est-ce qu'on peut donner une idée du gain, peut-être en temps ou en compétitivité pour une entreprise pour mettre en place ce type d'aide finalement informatique? Oui, alors pour l'accompagnement de la croissance, on parle de sociétés par exemple qui vont doubler, tripler, quadrupler de taille pour ce qui est des startups. Et pour les grands groupes, c'est plutôt de la fiabilité de données, de la réduction du temps de traitement par exemple de la facture. Donc on peut parler par exemple sur la facturation, de diviser par 2 le temps de facturation tout en supportant une croissance qui double le chiffre d'affaires. Donc c'est des gains significatifs, et surtout sur la fiabilité des données, la fiabilité du processus. Alors après, les données sont stockées où en fait, hein? Parce que vous avez parlé du cloud, ça veut dire qu'elles sont stockées à l'extérieur de l'entreprise ou bien c'est sur des serveurs? Dans des détails trop techniques, on différencie deux types d'implémentation de ce type d'outils. Les clients qui hébergent les données chez eux, dans leur centre de gestion, et les outils qui sont externalisés en cloud et qui sont donc hébergés chez l'éditeur, qui a des data centers qui sont sécurisés et qui, en ce qui concerne Oracle, qui sont dans des data centers européens, donc c'est une certaine garantie pour nos clients. Est-ce que pour vous, il y a un intérêt, enfin la France est quand même constituée de TPE également, est-ce que pour vous, il y a un intérêt pour les TPE à implémenter ce type d'outils, et comment pourraient-elles faire? Alors oui, nous par exemple, si je prends l'exemple de B-Workshop, on a été créé, j'ai cofondé la société en 2011, on a démarré à 2, aujourd'hui on est 45 collaborateurs. Très tôt, on a choisi de s'équiper, charité bien ordonnée commençant par soi-même, on a choisi de s'équiper d'outillage, en partant du principe que ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne doit pas s'équiper comme un gros, et ça nous a aidé à absorber la croissance, et très clairement on aurait pu gérer la société en utilisant Excel pendant un certain nombre d'années. On a choisi de ne pas le faire et plutôt de s'outiller d'outils standards qui permettent ensuite d'accompagner, et c'est plus facile aussi au départ de s'adapter au processus d'un outil quand on n'a pas de processus en place, et du coup de les adopter facilement. Alors ça prend beaucoup de temps, enfin je veux dire, combien de temps il faut pour mettre en place un outil comme cela? Alors ça prend, bien évidemment, avec le panel de clients que je vous ai cité, c'est varié, c'est un c'est peu le sûr. grand écart, mais néanmoins avec les outils cloud, on peut facilement comprendre qu'en accédant via Internet à un outil, on gagne déjà du temps, plutôt que d'avoir à approvisionner des serveurs,
installer, configurer, etc. Là, on accède très rapidement. Donc, dans la phase initiale du projet, en tout cas, on peut lancer très rapidement un projet parce que c'est simplement l'activation de la plateforme qui est faite par l'éditeur. Et donc, la phase de démarrage, de lancement du projet, plus exactement, est très rapide. Donc, on va dire que les projets de ce type-là, puisqu'on parle de tous les flux de l'entreprise, sont au minimum de 3 à 4 mois. Ça, c'est un peu la durée incompressible. Alors, vous serez présent à Vivatech la semaine prochaine. Alors, probablement oui. Cette année, pas en tant qu'exposant, mais là, nous, aujourd'hui, ce qu'on recherche, on est dans une phase de recrutement. On a 15 recrutements qui sont à réaliser cette année. On a déjà réalisé plus de 10. On est encore à la recherche de chefs de projet, notamment chefs de projet ERP, donc chefs de projet informatique. Et je voudrais mettre en avant d'ailleurs par exemple les choses qu'on peut faire pour nos collaborateurs, puisqu'on a des effectifs qui sont très stables. On n'a pas eu de démission dans les 5 premières années de la société, ce qui est quand même assez remarquable pour une société de services et en région parisienne, en mettant en place notamment par exemple du coaching pour les collaborateurs. Donc garder les talents, c'est important pour vous. Et du coup, alors vous avez mis en place plusieurs techniques, j'allais dire, pour mettre de l'harmonie dans l'entreprise. Donc le coaching, c'est la première demande des salariés? Alors non, c'était plutôt une initiative de notre part. C'était pas spécialement une demande. Je dirais même que les premiers vers lesquels on est allé nous ont regardé arriver avec la coach qu'on fait intervenir d'un œil un petit peu méfiant, et quelque part on a choisi d'ailleurs les collaborateurs peut-être aussi qui étaient le plus réticents, donc on a commencé avec 3 collaborateurs, ils étaient très positifs et sont eux-mêmes après qui ont été les porteurs pour nous dire mais en fait c'est un coaching professionnel qui a eu des répercussions sur ma vie personnelle et ça c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Corinne Audace, 1, 2, 3 Osé, qui est notre coach et qui intervient depuis plusieurs années et avec des résultats assez intéressants. Mais alors elle intervient en coaching sur le comportement, sur quel thème, sur la vie, sur quoi? Alors ça peut être très... ça c'est défini en fait en amont entre le manager et son collaborateur sur des axes. Alors bien évidemment on est sur du coaching professionnel, hein, donc ça reste sur des axes qui peuvent être une difficulté particulière, un souhait du collaborateur. Donc concrètement, par exemple, ça peut être la gestion des personnes toxiques, si c'est sur des projets qui peuvent être difficiles. L'évolution et la positive attitude, des choses comme ça qui sont définies. Donc le manager définit 2 ou 3 thèmes, et puis ensuite, tout se passe entre la coach et son coaché de façon confidentielle, et ils choisissent un axe qui creuse plus particulièrement. Voilà comment garder les talents, l'exemple donc de B-Workshop, c'est bien ça Alexandre Millet? Exactement. Donc 15 postes à pourvoir, c'est ça que vous avez dit? 15 postes à pourvoir, dont 10 déjà pourvus cette année. On reste encore actif et particulièrement sur la recherche plutôt de chefs de projet ERP. Quel profil vous demandez? Alors des gens qui sont de formation Bac+5, Bac+4, Bac+5, plutôt jeunes, on va dire entre 30 et 35 ans, qui peuvent du coup assimiler notre méthodologie d'implémentation, les bonnes pratiques qu'on va leur inculquer. Et comme on est une société en croissance, on a fait 30% de croissance l'année dernière, on offre des perspectives et un accompagnement long terme. Donc c'est pas forcément des profils d'informaticiens que vous demandez, ça peut être des profils commerciaux? Alors, c'est plutôt, non, ce sont plutôt des profils pour délivrer des projets informatiques. On cherche aussi des développeurs, JavaScript par exemple, on a un poste ouvert. Là, sur le delivery et les chefs de projet, je cherche plutôt des gens qui sont intéressés pour coordonner une équipe, qui ont une rigueur d'exécution, qui savent gérer les risques, qui sont prêts à apprendre après avoir fait une première expérience. Je dirais qu'idéalement, c'est des gens qui ont une première expérience en société de service, dans la gestion de projets informatiques, mais pas forcément de RP. Alors si on veut vous contacter, on fait comment, Alexandre Millet? C'est assez simple, recrutement@bworkshop.fr, donc recrutement au singulier. bworkshop, c'est BWORKSHOP.fr.
Et si on est intéressé par un projet pour améliorer sa compétitivité ou sa transformation digitale, est-ce que vous faites des salons où on peut vous rencontrer ou est-ce qu'il faut vous contacter directement? Alors, oui, on est présent au salon ERP Solutions, mais le plus simple, c'est d'aller sur bworkshop.com et Puis de vous contacter. Et de nous contacter directement, effectivement, puisqu'en général, les projets n'attendent pas, les sociétés ont besoin de s'équiper. Donc, voilà. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va faire une nouvelle pause musicale, si vous voulez bien, Alexandre Millet, et on revient avec vous tous dans quelques minutes. Est-ce que vous voulez dire... Alors moi, il y avait une autre question que j'aurais bien voulu vous poser, c'est et les administrations, et les communes, et les administrations, on en est où? Ouais, alors nous, on n'est pas du tout sur ce J'ai secteur-là. bien compris. Vous vous intéressez pas à ce secteur? Non. Non, 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 non. Non, nous, on est plutôt orienté sur les clients industriels, soit industriels, soit les clients de la French Tech, et absolument pas. On a répondu une fois à un appel d'offres public. On a malencontreusement gagné, donc on a un client du secteur public. Pourquoi ça vous plaît pas? C'est assez compliqué. Ah bah c'est compliqué. C'est pas obligé On a des clients avec lesquels on a des dialogues assez simples et assez directs, parce que c'est des gens qui sont dans l'industrie. Avec l'administration, c'est beaucoup plus complexe. Donc, Ça dépend quel type. Une commune, ça va vite, là. Oui, non, mais alors on s'adresse à des clients. Si tu veux démarrer sur la ville, ça des sociétés ou les communes, par exemple, non, c'est pas envisageable. Vous êtes jamais, vous ne voulez pas vous intéresser à ce marché-là, donc. D'accord, j'ai compris. Alors une société comme Kaufmann et Broad. Alors oui, typiquement. C'est vos clients. Mais alors c'est un prospect. Mes collègues étaient en rendez-vous chez Monsieur Minier. La semaine dernière a vu. Je n'ai pas fait exprès. Hein. Donc non, moi non plus. Donc typiquement, effectivement, Kaufmann est utilisateur par exemple, de JD Edwards, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en back-office. Voilà. Dans les factures, comptabilité, etc. CLSO, là, qu'est-ce que c'est, Julien? Qu'est-ce que vous avez mis? CLSD. Le process de traitement pour aller plus vite. Du coup, qu'est-ce qui vous intéresse? Si vous voulez, pour conclure avec B-Workshop, il y a Oui, c'est... Bah non, c'est vous. Ouais. Moi, je pense que sinon, on a bien vu, là. Ouais, okay. Non, ce qui m'intéressait plus, c'était de donner des fourchettes de prix quand on est tout petit et qu'on veut démarrer. Voilà. Ouais. Mais bon, vous avez un peu esquivé. Je ne vais pas vous reposer la question. Non, c'est bon. On a bien compris. Non, on va passer à Priscilla Paniaco, parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. Allez, on retourne. C'est bon? Non, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Cyril Doucet, directeur général adjoint Île-de-France chez Kaufmann et Broad, d'Alain Moina et de Christian Van Gisel pour PSHA, l'accélérateur dédié aux industriels. Donc contactez-les si vous avez besoin d'aide ou pour faire vos prototypes, puisque c'est le but. D'Alexandre Millet, directeur associé chez B-Workshop pour tout projet de transformation digitale et d'amélioration de sa compétitivité. Et puis de Priscilla Paniaco, qui est chef produit marketing chez Pixum Vision et qui est là pour nous, avec elle on va parler tout de suite du projet, du produit plutôt Prima, qui va intéresser tous les particuliers qui nous intéressent et puis ceux qui ont des problèmes de vision. Alors expliquez-nous un peu cette belle, très belle même réalisation. On va la montrer un petit peu d'ailleurs à la